Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur la mid-close de Shiryu V1 éditée pour les 20 ans de la marque. Il ne va pas y avoir grand chose à se mettre sous la dent dans les prochains mois, donc attendez-vous à avoir quelques vidéos sur les mid-close des Chevaliers de Bronze V1 célébrant les 20 ans de la gamme. Alors, la figurine est sortie au Japon au mois de février de cette année, je sais, je suis très en retard, au prix de 13 250 yens. C'est à peu près 81 € ou 88 US$ au moment où je fais cette vidéo. Si vous habitez au Japon, il aura fallu que vous précommandiez cette figurine le 15 septembre 2024. Et je peux vous dire que précommander ce genre de figurine, c'est compliqué. Bien sûr, intelligent comme je suis, je ne l'ai pas fait et j'ai dû acheter la mid-close sur le site de Yaworkson pour la modique somme de 24 000 yens. Oui, ça fait mal. C'est l'équivalent de 146 € ou 159 $. Encore une fois, merci Bandai pour votre magnifique politique de précommande et de distribution qui génère un marché parallèle et multiplie les prix de façon exponentielle. Mais bon, j'ai pas trop à me plaindre, hein, c'est l'une des moins chères que j'ai pu trouver. Les prix peuvent aller jusqu'à plus de 60 000 yens, je vous laisse faire le calcul pour le fun, mais sachez que des gens l'achètent. Enfin bref, maintenant que j'ai la boîte, on va pouvoir regarder de plus près comment elle est. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la boîte de Shiryu ? Le packaging est exactement le même que pour celui de Seiya et je pense que ce sera la même chose pour Yoga, Shun et Ikki. Ce n'est pas une critique là, hein, c'est juste un constat. La seule différence que l'on peut voir, c'est que le logo Senseiya est au milieu de la boîte et non à gauche pour laisser la place au point de Shiryu. Je dois dire que je suis assez content qu'ils aient déplacé le logo. S'ils l'avaient laissé à gauche, ça leur aurait vraiment gâché l'illustration. Donc, vu que ce n'est pas souvent que je trouve que Bandai fait quelque chose de bien, j'en profite pour dire merci Bandai. Si on va maintenant sur l'illustration, encore une fois, c'est une illustration magnifique qui vient de Michi Uemeno. On y retrouve Shiryu portant la première armure de bronze du dragon en version animée, le poing en l'air reproduisant l'attaque de la colère du dragon. En bas, on retrouve le titre en doré Dragon Shiryu Shokiseido Korosu, qui veut dire Shiryu du dragon, première armure de bronze, avec la mention 20th Anniversary Version sur un fond vert. Si on tourne la boîte et que l'on regarde le premier côté, on retrouve les décors sur chaque coin de la boîte, le logo des 20 ans, la mid-close de Shiryu portant l'armure, ainsi que le titre Dragon Shiryu, en anglais cette fois-ci, avec encore la mention 20th Anniversary Version. Sur le dos de la boîte, on a la constellation du dragon en fond avec les têtes disponibles de Shiryu, quelques images illustrant la figurine sous différentes positions et formes, ainsi que les 5 chevaliers de bronze pour l'édition des 20 ans sur leur socle. Si on lit le texte en japonais sur la boîte, on peut comprendre que cette figurine est une réédition avec une couleur spéciale pour célébrer les 20 ans des mid-close, que la boîte contient une série de têtes avec différentes expressions pour réaliser certaines positions, qu'il y a un socle dédié pour les 20 ans et que l'on peut choisir entre le signe d'Athéna et la mention 20th Anniversary pour le centre. Si on regarde le dernier côté, on retrouve encore les décorations sur les coins, le logo des 20 ans, l'armure de bronze du dragon avec la mention Dragon Shiryu 20th Anniversary. Pour le couvercle de la boîte, on y retrouve les décorations sur les côtés, une illustration de la constellation du dragon ainsi que le titre Senclose meets Dragon Shiryu 20th Anniversary Version en lettres dorées. Et pour finir sur le dessous de la boîte, on voit tous les termes et conditions pour que la marque soit protégée légalement de tous les problèmes que les clients pourraient expérimenter. Genre ton gamin s'étouffe avec une toute petite pièce. Du coup, ils mettent que ce n'est pas pour les enfants de moins de 15 ans. Complètement normal. J'ai oublié de mentionner que sur le devant de la boîte, on retrouve 2 petits stickers argentés et brillants. Ce sont les étiquettes qualité de Toei et de Tamashii qui permettent de confirmer que ce produit est bien licencié via la Toei et que ce n'est pas une contrefaçon. Alors, petite parenthèse, je vais être très honnête avec vous, je n'ai jamais acheté de contrefaçon et je suis encore assez contre ce type de produit. Mais j'avoue que depuis quelques temps maintenant, je me demande si je ne vais pas sauter le pas. Premièrement, je trouve que les prix sont devenus bien trop chers pour ce que Bandai propose et ça ne va pas s'arranger quand on voit le cours du yen en ce moment. Je voudrais voir si ces marques parallèles proposent la même qualité pour moins cher. Deuxièmement, je vois de plus en plus de nouveaux personnages via ces marques alors que Bandai et Tamashii se focalisent trop sur les rééditions aka Revivals.
et j'ai quand même envie d'étendre ma collection. Alors oui, je sais que ces Revival permettent aux nouveaux de pouvoir acheter les anciennes Mid-Close et Mid-Close EX, et ça permet aussi de pouvoir acheter des figurines bien moins chères que sur les sites d'occasion. Je fais pareil avec les Mid-Close EX, donc je ne vais pas trop me plaindre. Mais je voudrais quand même qu'on n'oublie pas ceux qui sont là depuis la première heure et qui voudraient finir leur collection. Dites-moi en commentaire si vous avez ce type de figurine, est-ce que vous en pensez? Je serais super content d'avoir votre point de vue. Ou si vous voulez que je tente l'expérience pour vous, dites-le moi aussi, hein, ça me va. Bon, maintenant qu'on a regardé cette boîte, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme pour la figurine de Seiya, on retrouve 3 parties ainsi que le fascicule. Pour la première partie, on a la figurine de Shiryu avec les pièces de son armure, les différentes mains et les différentes têtes. La deuxième partie contient la structure de l'armure, le reste des pièces et les cheveux qui doivent être ceux qu'on attache sur le cou de Shiryu quand il porte son casque. La troisième partie est une pochette plastique qui contient tous les éléments du socle avec la tige ainsi que les 2 centres du socle. Et enfin, bien sûr, on retrouve le fascicule qui reprend l'illustration de Shiryu et donne les informations sur comment assembler l'armure sur la figurine et la structure du dragon. Maintenant, mettons les gants pour inspecter un peu toutes les pièces et ne pas laisser de traces de doigts. On va commencer par la figurine de Shiryu. C'est une figurine classique Mid-Close qui reprend les améliorations faites lors de sa réédition avec la version Revival. Au niveau des articulations, on voit que la figurine tient bien et que l'on n'a pas de véritable problème ou les jambes qui flanchent déjà. Par contre, je crois qu'il va falloir faire un peu attention sur les pieds. Ils sont un peu trop souples à mon goût. Si on regarde de plus près la tête, on remarque que le cou est assez lâche. C'est dommage car je pense que cela va poser des problèmes pour certaines positions. On voit aussi qu'ils ont repris les têtes de la version Revival. Comme d'habitude, on a 3 têtes. Une tête normale où Shiryu est sérieux et stoïque. Une tête où Shiryu ouvre la bouche et a l'air en colère. Généralement, cette tête est utilisée pour reproduire des attaques. Et enfin, une tête où Shiryu ferme les yeux. C'est la première fois que je trouve un intérêt à mettre une tête avec les yeux fermés pour les Mid-Close ou les Mid-Close EX. Shiryu est aveugle dans le manga et dans la version animée, il a les yeux défoncés à chaque saison. Donc on le retrouve très souvent les yeux fermés et du coup on peut mieux reproduire nos scènes préférées avec ce personnage. Mais pour les autres, ce n'est pas forcément le cas. Donc j'avoue avoir du mal à comprendre pourquoi la tête avec les yeux fermés est devenue une tête par défaut pour toutes les figurines. Ils auraient pu trouver quelque chose de mieux comme tête par défaut, je sais pas moi, hein, le personnage sourit par exemple, mais bon, c'est encore une fois un des mystérieux mystères de Bandai. Regardons les mains maintenant. Comme d'habitude, on retrouve plusieurs sets. Le premier set est la paire de mains avec les poings fermés. Si on regarde bien, il y a un défaut sur ces poings. La couleur a complètement bavé sur la peau, ce qui donne un côté néon vert qui est assez dégueulasse. Heureusement, c'est pas trop visible, mais maintenant que je l'ai vu, je vois que ça, et ça me dérange, donc je vais pas les utiliser. Hein. Pour le reste des mains, on retrouve les poings à moitié fermés, chose que Seiya n'avait pas. Je suis pas sûr non plus de ce que je peux faire avec ces mains, mais on verra. Des fois, il faut pas mal de tentatives et de revisionnage d'épisodes pour trouver une façon d'utiliser les accessoires ou les mains qui nous sont proposés. On a aussi les mains vertes qui permettent de faire la position quand Shiryu se prépare à attaquer. Ça, c'est top. Et pour finir, le nouveau mystère Bandai, la main plate qui reproduit Excalibur. Alors vous me direz, si, Shiryu il est capable d'utiliser Excalibur, donc le fait que Bandai ait produit une main plate pour cette figurine, c'est normal. Je dis pas le contraire. Shiryu utilise bien Excalibur, mais il ne le fait qu'après la bataille du sanctuaire, pendant l'arc de Poséidon contre Krishna, quand il a déjà sa nouvelle armure. Donc ici, c'est la version V1, c'est pas vraiment justifié. Je sais, je pinaille. Mais si Bandai, qui est la marque officielle pour la licence des Chevaliers du Zodiaque, ne prête pas attention à ces détails, c'est quand même inquiétant, non? C'est un petit détail, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais vous commencez à me connaître maintenant, je suis assez pointilleux quand j'achète une figurine. Ok, j'aime bien me plaindre aussi, j'avoue. Enfin bref, dans l'ensemble, on a encore une figurine qui me semble très prometteuse. Alors je vais maintenant l'assembler et on se retrouve dans quelques minutes pour que je vous donne mon avis. Alors, cette figurine a été un cauchemar à assembler. Et juste à cause de 2 pièces, l'épaule droite et le casque. J'en ai vraiment chié pour les monter. L'exercice est déjà assez difficile vu que je mets des gants pour ne pas laisser de traces de doigts, et le casque, vu que ce sont de toutes petites pièces qui s'attachent les unes aux autres, forcément c'est galère. Mais éventuellement, j'y suis arrivé. L'épaule de droite par contre n'a pas arrêté de sauter. Et ça n'a rien à voir avec les gants. C'est plus un problème au niveau du système pour clipper l'épaule et la patte du dragon ensemble.
La pièce ne doit pas être assez rabotée et saute à chaque fois que ça touche le col de l'armure. Un bonheur. Rien que le fait de manipuler la figurine comme ça me donne des sueurs froides, pour vous dire à quel point ça saute facilement. Là où je ne suis pas super satisfait aussi, c'est au niveau des genouillères. Elles ne sont pas super droites, du coup ça rend un peu bizarre. Ça donne un côté mou à la figurine, c'est un peu dommage. Le dernier point que je veux vous montrer, c'est qu'on a un défaut sur la ceinture et on a une marque sur le dessus. Alors, ce n'est pas non plus un truc qui saute à la figure, hein, et c'est le seul défaut que j'ai trouvé, donc ça passe quand même. Sinon, côté couleur, elle est démente. Je suis un fan absolu de cet aspect perle qui donne un côté brillant et magique à l'armure. Vraiment, c'est top. Et rien que ça me permet d'être content d'avoir cette figurine et d'oublier les défauts dont je vous ai parlé plus tôt. J'ai vraiment hâte d'avoir les autres chevaliers parce que ça va déchirer sa maman d'avoir les 5, j'en suis sûr. Maintenant, faisons une comparaison avec la première version. Alors, voilà les deux figurines, version originale et version anniversaire 20 ans. La version originale est sortie le 20 novembre 2010, donc ça veut dire que ça fait à peu près 14 ans que cette figurine est sortie. Et mis à part la tête et les cheveux qui ont été modifiés avec la version Revival il y a 5 ans, rien d'autre n'a été changé. C'est quand même pour vous dire à quel point Bandai réutilise au maximum leurs anciens produits pour se faire un max de blé sur le dos de ses clients. Mais bon, on est toujours là et on achète toujours. Donc on est quand même à moitié coupable dans cette histoire. Quand j'ai cherché la version originale, je n'ai pas retrouvé les cheveux de devant. C'est pareil que pour Seiya, c'est dans mes boîtes, mais vu que j'en ai une tonne, je ne l'ai pas retrouvé. C'est pas bien grave, de toute façon, ça va pas vraiment changer la qualité de la comparaison. Si vous vous souvenez, avec la vidéo unboxing de Seiya, je n'avais pas beaucoup parlé de la tête parce que je n'avais pas la bonne. Mais là, je peux faire la comparaison et vous montrer les différences. Le premier point que l'on peut voir, c'est au niveau de l'attache avec le cou. Pour les nouvelles versions, on peut voir que c'est le centre de la tête qui a le système d'attache. Du coup, ça change pas mal de choses. Par exemple, les cheveux maintenant s'attachent sur la tête et non sur le cou. Le système est plus robuste, ce qui permet d'éviter aussi d'énormes gaps entre la tête et le cou. Donc ça, on aime beaucoup. Les cheveux aussi sont bien plus détaillés et bien plus fins. Il n'y a pas photo. Enlever et remettre les visages est bien plus facile aussi qu'avec la version originale. On a juste à déclipser le visage et à le changer. Alors que pour la version originale, le visage et le crâne n'étaient qu'une seule pièce. Alors oui, pour la version originale, on n'avait qu'un seul visage, donc il n'y avait pas vraiment besoin d'avoir ce type de connexion. Mais maintenant qu'on en a plusieurs, c'est bien plus pratique. Ça aide aussi à économiser le plastique et à faire des économies sur les coûts de production. C'est plutôt intelligent. Il faut savoir que quand les employés de Bandai travaillent sur le design des figurines, ils ont des cahiers des charges assez précis sur ce qu'ils peuvent produire, là où ils doivent réduire les coûts, etc., etc. Donc en plus de devoir travailler sur des figurines de plus en plus réalistes, ils doivent aussi être sûrs que cela ne va pas trop coûter cher à la marque. Chaque changement va demander à Bandai d'investir dans des nouvelles machines, de nouveaux moules, ce qui peut coûter très cher. Généralement, les designers n'ont pas la vie facile et le manque de qualité des figurines, le fait que cela ne ressemble pas forcément au personnage, n'est pas tout à fait de leur faute.